BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, quel plaisir de passer cette petite heure en votre compagnie comme chaque week-end, c'est De quoi je me mêle, à la fois, donc vous le savez, à la radio, à la télé sur BFM Business samedi et dimanche, mais aussi sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs, Orange, SFR, Free, Bouygues et sur la chaîne YouTube de Tech Co. Voilà, vous ne pouvez pas nous rater. Avec au sommaire, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, Lionel Costa, le responsable du développement du Labo Fnac, sera avec nous. Vous avez envie de vous offrir une petite enceinte Bluetooth, Wi-Fi, quel modèle, quelle taille, pour équiper quelle pièce aussi, c'est important. Eh bien, Lionel Costa vous donnera tous ses conseils et tous les conseils des ingénieurs du Labo Fnac qui ont testé les principales enceintes. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre sur Twitter. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et si on commençait par le club de la presse IT ? Voilà, je vois que tout le monde lève le doigt. Alors on y va. Anthony Morel est là. Bonjour Anthony. Bonjour François, bonjour à tous. Après cette petite semaine de break, nous voilà de retour. Voilà, alors c'était pas à cause de toi, c'était nous, mais on est ravis de vous retrouver avec l'actu cette semaine. Et à tes côtés, c'est Mélinda d'Avansoulas qui est là. Bonjour Mélinda. Bonjour messieurs. Anthony BFM Business, Mélinda, la rédaction Tech Co. Est-ce qu'avant de commencer l'émission, je peux dire une petite chose François ? Mais bien sûr, tu peux dire tout ce que tu veux. Je veux dire que je suis un petit peu intimidé et impressionné aujourd'hui. Je sais pas, Mélinda en face de toi. Alors c'est pas à cause de Mélinda, Mélinda m'impressionne toujours, mais c'est surtout à cause de toi parce qu'on est quand même en présence du top tech influenceur de l'année. Il faut le dire. Oui. Il faut le dire. Quand même François, il faut le dire. Il y a un classement des influenceurs. Ah oui, vous avez préparé tout le truc et tout là. C'est super, magnifique. Tu crois devant Thomas Pesquet. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça ? C'est ça qui me fait un peu douter quand même. Des trucs parce que je me dis. Tu fais monter plus haut que Thomas Pesquet. Thierry Breton, Cédric O. Enfin bref. Bah non. Mais blague à part, voilà, une belle reconnaissance. C'est le patron. C'est le patron, il faut le dire. C'est pour ça qu'on t'écoute religieusement. Félicitez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Arrêtez un peu. Je suis un peu gêné. Mais alors, sincèrement, moi, je vais vous dire un truc. C'est ce classement, et puis on va pas en faire 2 heures. Bon, on prend ou on prend pas. Moi, je trouve que c'est pas très important. Et puis c'est un peu. Enfin voilà, un peu galvaudé. Mais ce qui est important, c'est que je pense que ça récompense aussi tout le travail qu'on fait tous, toute l'équipe de Tech Co, avec la chaîne, avec l'émission Le Soir sur BFM Business, toi Anthony qui est depuis 1 an et demi dans De quoi je me mêle. Et voilà, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier à tous. Voilà, toute la rédaction. Non mais c'est vrai, finalement, c'est ça. On porte l'actu tech et c'est vrai qu'on essaie tous les jours de le faire le mieux possible. L'actu, donc, on va commencer par Neuralink. Tiens, Elon Musk, vous savez qu'Elon Musk a plein de dossiers sur son bureau. Alors là, il a un truc comme ça. Qu'est-ce que je prends aujourd'hui ? Ça, c'est Twitter. Oui, Twitter, c'est ça. Ouais, ça, c'est Twitter. Bon, Tesla, c'est un peu plus bas là, en ce moment. Bon, il a SpaceX, Starlink, il en a partout. Il a ressorti un truc d'un tiroir et il dit attends, ça fait longtemps. Je sais pas raconter de trucs là-dessus depuis longtemps, allons-y. C'est clair. Et Neuralink, donc, avec une annonce là, incroyable, qui est toute fraîche. Écoute, c'était cette nuit. Donc là, on enregistre, on est jeudi matin. Et effectivement, alors, c'était organisé depuis quelques mois, il avait dit on fera un show and tell, donc une démonstration des nouveautés de Neuralink. Neuralink, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le projet peut-être le plus fou d'Elon Musk, celui qui est le plus vertigineux, c'est-à-dire ce projet qui vise à implanter des puces dans notre cerveau pour nous permettre de communiquer, de nous relier en fait à des ordinateurs, de communiquer, d'interagir autrement avec la machine, en gros de devenir des humains augmentés. Et là, ce qu'il a montré, alors il a fait des petites démonstrations cette nuit, et surtout il a fait une annonce, il a dit nous, on est prêts, la technologie est prête, on veut implanter ces puces dans l'être humain d'ici 6 mois. Donc c'est pas pour dans 10 ans, c'est vraiment voilà, on est prêt. Ils ont posé sur la table de la FDA, l'autorité de régulation de la santé aux États-Unis, un dossier, donc tout est prêt. Et ben voilà, on va pouvoir intégrer ces petites puces qui ont été testées déjà sur des animaux. Donc il y a eu une truie. Qui a fait jouer des singes aux jeux vidéo. Voilà, on se souvient de cette vidéo qui était dingue. On voyait ce singe sans manette, sans rien. Exactement, en se concentrant sur l'écran, il jouait à Pong et donc la balle bouge de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, grâce à cet implant électronique qui va en fait capter les signaux électriques envoyés. Vous êtes avec nous à la télé, vous le voyez là. Exactement, voilà. Il s'appelle Page, si je ne dis pas de bêtises, ce singe. Alors il a un tuyau dans la bouche, vous vous demandez peut-être pourquoi, c'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'il joue bien, on lui envoie du jus de banane. Et voilà, c'est pour avoir la récompense. C'est pour le motiver. Exactement. Enfin, moi, cela dit, on m'envoie du jus de banane, je joue à Pong pendant des heures. C'est un peu ma vie rêvée, là. La vie de ce singe, je peux vous dire. Attends, jouer à Pong sans manette avec du jus de banane dans la bouche, je peux te dire, mais c'est ma vie rêvée. Un peu moins poilu, certes. Mais à part ça, finalement... Ouais, alors effectivement, il a fait d'autres démos là, cette nuit avec d'autres singes.
qu'on voyait par exemple activer le curseur d'une souris sur l'écran de l'ordinateur, même chose en se concentrant, ou même écrire un texte, ou en tout cas activer un clavier, parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il écrit, ça sera peut-être pour la future version de la puce, mais en tout cas il appuie sur les touches virtuellement, là encore en se concentrant sur les touches. Donc c'est assez dingue. Et donc l'idée ensuite, ça va être d'intégrer ça sur un être humain, avec la potentialité que, par exemple pour une personne paralysée, tu pourrais communiquer de manière beaucoup plus facile, puisque en dictant, en pensant à une phrase, tu pourrais finalement la retranscrire sur l'écran. Ça, c'est la partie médicale que met en avant Elon Musk. Il dit aussi qu'on pourrait, par exemple, permettre à des personnes paralysées de retrouver le mouvement, des personnes qui ont perdu la vue de retrouver la vue. Enfin, il y a une dimension d'espoir médical absolument incroyable. Et avec derrière, quand même, l'idée, et là, c'est là où ça devient à la fois fascinant et un petit peu effrayant, qu'on pourrait aussi doper nos capacités intellectuelles, c'est-à-dire booster notre puissance cérébrale en nous permettant d'interagir beaucoup plus vite avec la machine pour, nous les êtres humains, rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Ça, c'est le discours d'Elon Musk, c'est qu'en tant qu'espèce, les êtres humains, si on veut garder notre rang, il va falloir qu'on dope notre cerveau avec ces implants électroniques. C'est quand même assez fou. C'est vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, Melinda, mais ça donne le vertige. C'est sans doute le projet le plus, tu as raison, le plus ambitieux d'Elon Musk. Parce que en fait, il y a deux choses intéressantes. Il y a le fait de télécommander quelque chose de par sa pensée. Donc, évidemment, pour les personnes en situation de handicap, ça peut être une vraie révolution. Parce que si on arrive à commander une machine de par la pensée, peut-être que dans 10 ans, on arrivera à faire marcher des gens qui n'arrivent pas à marcher. Exactement. Voilà. Le potentiel, justement, sur tous les handicaps, il est énorme. On sait déjà tout ce qui fonctionne par système d'envoi d'ondes électriques pour retrouver des sensations. Donc là, il y a un projet qui est là-dessus qui est complètement fou. Il y a aussi une dimension qui, moi, me fait peur quand on voit Elon Musk en ce moment, c'est tout ce que tu dis derrière sur l'augmentation des capacités intellectuelles. Et c'est là où je pense qu'il va falloir qu'il le cadre bien aux États-Unis. Il y a une promesse au niveau de la santé qui est énorme. Parce que sur le reste, je termine ce que je disais, parce qu'il y a donc cette première partie de télécommander quelque chose depuis son cerveau. Et puis la deuxième, qui elle là est vertigineuse, c'est de connecter une machine au cerveau pour peut-être à terme, je ne sais pas moi, dupliquer un cerveau, enfin dupliquer enfin voilà, il avait évoqué ça aussi. Il y a la première partie, télécommander quelque chose, et puis la deuxième, peut-être arriver à stocker des données du cerveau. Et bien sur une machine. Alors ça, pourquoi pas, si on se projette à très long terme. Oui, c'est vrai, en fait, c'est un peu ce qu'évoquait Melinda, c'est-à-dire cette frontière qui est très ténue et qui va nous ouvrir des boîtes de Pandore, j'allais dire, juridiques, philosophiques, éthiques. Là, Twitter à côté, c'est de la gnognotte. Mais c'est clairement. C'est homme réparé, homme augmenté. Homme réparé, c'est on va utiliser la technologie pour réparer le handicap. Ce qu'on disait, c'est incroyable. Homme augmenté, on entre dans l'ère du transhumanisme, on entre dans des dimensions qui, quand même, pour le coup, peuvent effectivement effrayer. Alors, le discours d'Elon Musk, c'est intéressant, ce qu'il disait cette nuit, c'est de toute façon, pour lui, on est déjà des cyborgs. C'est-à-dire que le smartphone, pour lui, c'est déjà une extension, si tu veux, de notre vie. C'est presque comme s'il était intégré en nous, quoi, si tu veux. Et donc, finalement, l'étape d'après, ce serait pas aller beaucoup plus loin que de s'implanter une puce dans le cerveau. Lui, c'est comme ça qu'il voit le truc, si tu veux. Et d'ailleurs, c'était aussi très intéressant. Il a expliqué un peu comment tout ça allait se passer. Il y aurait des cliniques Neuralink. Il a mis au point un robot implanteur, donc c'est une machine qui pourrait de manière totalement autonome trouver la bonne zone du cerveau. Alors il l'a montré sur un cerveau en caoutchouc, il faut voir ce que ça donne en vrai évidemment. Il prend moins de risques. C'est plus facile, évidemment. Tu implantes le truc, alors l'implant fait la taille d'une pièce de monnaie, une petite pièce. Et une fois que tu as ça, alors il y a deux choses intéressantes, c'est que alors tu pourrais le recharger en wireless, donc je sais pas si on aura des casques à induction, tu vois, la nuit pour recharger avec, ton tu sais, les systèmes de recharge sans fil qu'on a vu dans les maisons à 100 watts et tout, ça va être sympa. Ça va être sympa, là, le cerveau va griller direct. Les anti 5G, les mecs, je pense qu'ils alors là, je pense qu'ils sont en PLS. Ils sont en PLS. Et le deuxième truc intéressant, qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc en gros, tu vas pouvoir effectivement avoir ce truc qui se recharge à distance, ce qui est quand même assez fou. Et c'est ce qu'imagine Elon Musk. Moi, ça va quand même assez loin. C'est sa partie savant fou qui me fait peur. Ouais, bien sûr, le côté, il a un rapport quand même à la machine qui est très particulier. On le voit à travers toutes ses inventions. Se détacher de la machine, avoir, comme on dit, le smartphone greffé à la main. C'est une chose, mais enfin, le smartphone, on peut le poser, on peut faire autre chose. Quand la puce, elle commence à être dans ton cerveau et que lui, dans son esprit, l'idée, c'est de la relier à un ordinateur, donc de faire un échange d'informations dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, avoir la main sur l'ordinateur, ou le cerveau sur l'ordinateur, c'est une chose, mais d'être capable
qu'un ordinateur duplique ce qu'il y a dans ton cerveau, Ouais. on commence à aller dans des zones Ah non, mais c'est extrêmement limites. incroyable. On va découvrir que peut-être en ce moment, s'il pète un câble comme ça sur Twitter, c'est parce que lui, il se les a déjà implantés et que ça marche pas terrible. Attends, et pour gérer tous ces dossiers en même temps, là, Non, il a non, bien non, besoin d'une mais- Non, puce mais électronique. juste un truc, c'est vraiment un programme en plus, un calendrier ambitieux. Qui va 6 mois. accepter d'être le premier Ah, mais ça, à se faire implanter Là, une Ah, je puce pense il est qu'il en train de aura ratisser sur aucun Twitter. Là, problème. t'inquiète Il aura pas. aucun Ah, problème. aucun problème. Mais Et il alors, je suis Mais est-ce sûr. qu'il a le droit de faire ça? Ah bah non, alors c'est toute la question. Alors c'est pour ça que je C'est te les dis, autorisations de là, la c'est FDA qui doit FDA, obtenir ça. donc on va voir ce que ça donne, parce que ça risque quand même de bloquer à un moment, peut-être, on verra. Mais alors pour trouver des volontaires, je pense qu'il n'aura aucun aucun problème. souci. Ouais, ouais, Enfin, ouais. tu sais, alors tu vas me dire c'est encore un autre niveau, mais on avait beaucoup parlé des biohackers, tu sais, qui se font implanter des Oui. puces RFID sous Ouais. la peau, qui leur servent de badge en entreprise ou pour les systèmes de paiement. Il y en a beaucoup dans les pays scandinaves. Oui, Beaucoup. Tout est Et relatif. mais- officiellement. Oui, officiellement, parce que tu as le droit et tout ça. Je pense que vraiment, avec en plus la marque Elon Musk, puis être le Ouais. premier, si tu veux. Oui, en plus, à oui, faire bien ça, sûr, oui, oui. voilà, mais il va y avoir Là, des- tu des- marques des- l'histoire, des cohortes, en fait. Comme exactement. payer pour aller dans SpaceX C'est ou des clair. trucs comme ça, les gens C'est ils sont. exactement. C'est Elon Musk. C'est le. Tu Ouais, vas faire un ouais. truc avec Elon Musk. Il a dit Ça un n'a pas dernier compris. truc très intéressant aussi, c'est que ces puces électroniques, elles seront upgradables. C'est-à-dire que en gros, tu Tu peux pourras. faire des mises à jour de ton Oui. cerveau, c'est Ça, c'est génial. génial. Parce Ça, qu'il c'est dit, top. il explique l'image qu'il donne est pas mal. Il Enfin, dit. cela dit, parfois, je me dis que moi, j'en aurais bien besoin. Ouais, moi aussi. Une petite mise à jour, tu On n'en vois. parle pas. Non, mais il dit voilà, parce que si ta puce, en gros, c'est l'iPhone 1, quand tu as l'iPhone 14 qui sort, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir la changer et l'upgrader. Quoi. Donc, Mais du t'es coup, il faut ralenti penser à aussi, ça se passe comment dans Ouais. ces cas-là? ça. C'est Il y aura ça, une ouais. obsolescence Tu l'as- programmée. Non mais blague à part, on rigole là-dessus. Il a quand même eu aussi des gros problèmes avec les associations de défense des animaux Oui, oui, oui. parce que ces tests sur les singes, ça a été assez borderline Ouais, c'est et ça. qu'il y a eu de la maltraitance. Donc on va quand même voir. 6 mois, ça me paraît extrêmement court, mais comme tu dis. Je pense que là, rien qu'après son annonce, il a déjà 10 000 candidatures aux États-Unis en quelques heures. Moi, j'attends de voir parce que je pense que les premiers intéressés vont être des gens pour être en homme augmenté et pas du tout pour des besoins de santé réels. Donc c'est un Vas-y, peu on mon te bémol. propose de le faire, vas-y François. Tu es le premier journaliste à pouvoir tester Non. l'implant Neuralink pour un T'imagines? De quoi je me mêle exclusif. T'y vas ou pas? Non, Non. sincèrement, j'y vais pas, non. Moi non plus. Non, 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 non. Vraiment. Arrête déjà, pour une prise de sang, il faut que je m'y prenne 6 mois avant. Donc, imagine pour me faire implanter une puce dans le cerveau. Pas 6 mois. J'ai 6 mois pour préparer. Tiens, on reste dans on va dire, j'allais dire le Elon Musk Land. Oui, La on peut dire Muskosphère. le Muskosphère, avec les derniers rebondissements concernant Twitter et notamment, alors c'est bien parce que là on est à la fin de l'histoire, c'est ça qui est cool. Le début de la semaine a commencé, on va dire, difficilement pour Elon Musk et Twitter. D'un coup, on n'a pas compris pourquoi, Elon Musk avait comme bête noire Apple et notamment Tim Cook. Ah ben on s'est dit oui, là ils passeront pas leurs vacances ensemble, là, les Non. deux, clairement. Et c'est comme souvent avec Elon Musk, c'est tu te dis mais quelle mouche l'a piqué. Ça part d'un coup sur Twitter et bim. C'est ça. Mais vraiment, moi je suis arrivé au boulot, tu vois, comme tous les jours, je vais regarder les tweets d'Elon Musk parce que c'est mon petit plaisir du matin. 2 millions de plus de gens par jour viennent faire ça. Hein, Bah, sur Twitter. évidemment. C'est quand même le truc qui est fabuleux. Évidemment, c'est le meilleur VRP de l'entreprise qui vient de racheter, donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Mais enfin, tu arrives et là, une tirade de tweets contre Apple et tu te demandes pourquoi, mais une charge vraiment violente. Apple et pourquoi Apple veut censurer, c'est un ami de la censure, un ennemi des États-Unis. En gros, il reprochait plusieurs choses à Apple. Un, d'avoir voulu visiblement supprimer Twitter de l'App Store. Bon, première chose. 2, d'avoir des demandes particulières de modération sur Twitter, donc d'être un ennemi de la liberté d'expression d'une Le fameux certaine free manière. speech. Le fameux free speech. 3, il remettait en cause aussi la fameuse taxe Apple, les 30% qu'Apple prend sur tout ce qui est Bon, vendu sur... là, il n'est sur- pas le seul et c'est peut-être légitime. Ouais, non, mais bien sûr, mais tu te demandes pourquoi ça sort Ouais, là, pourquoi ça sort comme d'un ça. coup. Et Parce que, étant donné qu'il y a bientôt son offre Twitter Blue à 8 ouais. dollars, oui, ça veut dire que si tu passes par Apple ouais. et par ton iPhone, Et hop là, non mais évidemment. mais 30%, 30%, Je pense que sa colère, elle est comme d'hab. Très, alors voilà, ça part d'un seul coup, mais il y a un fondement. Il est sorti de réunion, on lui a expliqué, oui, alors, parce qu'il veut relancer sa fameuse certification à 8 $. Et là, on lui dit, bah oui, mais alors 8 $, fais pas le calcul en Non, non, fois non. X millions, c'est dans les caisses pour rembourser l'achat. Il y en a une partie qui part et chez Apple Et et chez chez Google. Google. Et là, il a pété un câble en se disant, attendez, les comptes sont pas bons. Et c'est pour Mais ça qu'il s'en est pris. il a dû se dire, juste, je me suis trompé quand j'ai donné le prix à Stephen King. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. oui. Mais Au ouais. début, il avait dit 25 Non, dollars. non, mais c'était 20 $, ouais. Après, il s'est dit 8 dollars pour faire plaisir En fait, à il Stephen pensait que King. c'était 8 $ Il dans n'avait sa pas, poche. il avait pas compté là. Faudrait mettre 12 et puis en comptant la taxe Apple. Ouais, comme c'est voilà, ça. Et donc, c'est ça. et puis celle de Google aussi, enfin celle qui va prendre partout. Ouais. Et donc, je pense qu'il a pété un câble pour ça. Derrière, il y avait eu, c'était Phil Schiller, je crois, qui avait fait, avant de fermer son compte, qui avait dit, de toute façon, si ça continue comme ça, on va virer Twitter de l'App Store. Mais
je pense qu'il a fait, il y a eu un moment dans son cerveau, ça, tu vois, ces puces se sont connectées et il est parti là-dessus. Il y a un deuxième élément, je pense, qui s'ajoute. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Et la deuxième chose, c'est qu'il se trouve aussi qu'Apple a arrêté de mettre de la pub sur Twitter. C'était un gros annonceur. C'est le plus gros annonceur. Le plus gros annonceur. Les chiffres donnés par le Washington Post, c'était que Apple représentait à lui seul 4% des revenus publicitaires de Twitter et que c'était l'annonceur numéro 1. Ah ouais. Et que Apple, comme beaucoup de grandes entreprises, est sorti parce que Apple, comme beaucoup d'entreprises, c'est une entreprise très policée. Et donc, avoir ces pubs sur des contenus qui sont pas ou presque pas modérés, non, c'est pas possible. Et donc, je pense que ça aussi. Alors, c'est l'argent. Le moteur de la guerre chez Musk, c'est l'argent. Ouais, mais alors, aller gueuler sur ton principal annonceur parce qu'il part, je sais pas si c'est le meilleur moyen de le faire revenir non plus. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dénouement à cette histoire, un dénouement heureux, je vous rassure, parce que là, je vois que vous commencez à frissonner. Vous vous dites, mais comment va se terminer cette histoire, les amis ? Alors, la bonne nouvelle, Anthony, c'est que Elon Musk a rencontré Tim Cook. Ils se sont réconciliés. Apparemment, voilà. Tim Cook a... Là, il faudrait une petite musique romantique. Là, il y a une musique un Barry White. Exactement. Un truc comme ça. Non, cela dit, attends, moi, j'aurais bien aimé voir la rencontre. Ça doit être un truc de fou. Une réunion entre Tim Cook et Elon Musk, t'imagines ? Waouh, ça doit être incroyable. Deux des personnes les plus puissantes du monde qui se retrouvent. Et puis alors, des tempéraments diamétralement opposés. Visiblement, il a réussi à le calmer, Tim Cook, tu vois, comme quoi... Oui, mais c'est un... Toi qui le connais un peu. Je pense que c'est un faux calme et il a la réputation d'être justement dans les moments où il faut hausser le ton. Moi, je me souviens, vous vous souvenez, quand il y avait eu les fuites et qu'il avait fait un mail et une vidéo pour les employés en disant le prochain qui balance des infos, en gros, ça va chier. Il rigole nettement moins, il est beaucoup moins posé et calme dans ces cas. Donc, je pense que Musk, il a dû arriver à la Musk, mais il a trouvé face à lui quelqu'un hyper froid, hyper décidé. Tu crois ? Je suis certaine. Moi, j'aurais imaginé plutôt que, justement, tu vois, il était en mode hyper posé. Non, mais attends, Elon, on va se poser 2 secondes. Je pense que ça a dû être ça, mais déterminé. Je vais te payer un petit chai latte. Vas-y, détends-toi. Les amandes ou les d'avoine ? Qu'est-ce que tu veux ? Exactement. C'est ça. Tu vois ? Oui, c'est exactement. Mais en tout cas, c'est hyper marrant parce que du coup, il est ressorti. Donc, Musk a tweeté en sortant. Justement, il a fait une petite. Ouais, avec, tu vois, je sais plus, la fontaine. Je sais pas quoi, la fontaine. Voilà, tu étais dans une ambiance très sereine, très zen et tout ça. Et là, tu sentais qu'il était calmé, quoi. Et tu te dis, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans cette histoire au-delà de l'anecdote, c'est le truc. Comment Musk gère son business. C'est-à-dire, le mec, il va bille en tête. Il s'en prend à la plus grande entreprise du monde en 3 tweets assassins. Et puis 2 jours plus tard, finalement, non, mais les gars, on s'est expliqué avec Tim. Je filme la fontaine. Il m'a dit qu'il était pas. Ouais, c'est ça, c'est l'effet de la fontaine magique. Mais enfin, c'est dingue de gérer sa boîte Tim, comme ça. Il doit avoir un dossier comme ça sur Elon Musk qui lui a dit si tu veux pas que je lâche les trucs. Peut-être aussi, ouais. Mais non, mais Musk, il n'y a une seule chose vis-à-vis de Twitter qui le motive, c'est l'argent. Il a ce problème. Son problème numéro 1 avec Twitter, c'est l'argent. C'est pour ça qu'il liquide des salariés. C'est pour ça qu'il veut faire revenir du monde. Toutes ces décisions tournent autour de l'argent. Oui, il faut que ce soit rentable au plus vite. Le drame de son affaire avec Twitter, c'est qu'il s'est emballé sur le prix et qu'il a été obligé de s'y tenir et que si finalement il allait au bout de la procédure, ça allait lui coûter plus cher pour ne pas avoir Twitter, au final, n'oublions pas, que de sortir le chéquier. Je ne sais pas si vous avez lu ça, je crois qu'il a perdu 100 milliards en 2022, en fait. La fortune d'Elon Musk est dingue. Non, mais, 100 milliards. C'est sûr que... Parce que c'est des fortunes virtuelles, c'est toujours pareil. Mais même quand tu es hyper riche, tu perds 100 milliards. Alors, perdre 100 milliards, c'est évidemment la dévalorisation de toutes les boîtes, etc. Il y a le rachat de Twitter et tout ce que ça a impliqué, etc. Mais bon, c'est quand même 100 milliards. Un vrai impact. C'est pas de dire maintenant il est pauvre, c'est pas ça. Mais derrière, en fait, c'est cet argent-là qui sert aussi à financer tous ces projets complètement. Bien sûr, bien sûr. Quand tu dis je veux aller coloniser Mars, c'est plus facile quand tu as 200 milliards de dollars en toi que si tu en as entre guillemets que 50. Tu vois, vraiment. Non, mais c'est clair. C'est un vrai truc. C'est clair. C'est comme nous en fait, mais sauf que les échelles sont pas du tout les mêmes. Oui, c'est ça. Moi, je vais acheter un Mars. Moi, je vais pas coloniser Mars. C'est plus du tout le même budget. Je pense que c'est ça. Avec Tim Cook, ils ont négocié que Apple revienne sans doute faire un peu de pub et lui promettre de prendre les choses un peu mieux en main. Mais évidemment que c'est l'argent le nerf de la guerre. Mais je pense que c'était surtout une réunion entre guillemets commerciale aussi, comme Elon Musk l'a fait il y a quelques jours de cela. Il est allé voir tous les annonceurs principaux pour dire attendez, je vous rassure, là pour l'instant c'est en chantier. Mais on va remettre tout en place et tout ira bien. Et voilà, ça fait aussi partie de son job. Hein. Il leur dit ça, c'est bien. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait allez, je ramène tous les comptes qui ont été suspendus, revenez tous. Ah, mais ça, il a pas menti sur la marchandise. Oui, ça, il a toujours dit. Il a juste oublié qu'il avait dit qu'il créait un conseil de modération qui, à mon avis, ne verra absolument jamais. Ah, tu crois ? Oh, je pense quand même. Une fois qu'il aura ramené tout le monde et qu'il n'y en aura pas besoin, je pense. On verra, mais.
Par contre, sur les questions financières, il y a un truc intéressant aussi, c'est que là, on voit qu'il a licencié massivement. Et mais même, c'est des coupes, mais même un peu mesquines, tu vois. Je m'attendais pas du tout à ça de la part d'Elon Musk, mais par exemple, il a commencé à tailler, c'est des anciens salariés qui disent ça, dans tout ce qu'on appelle les perks, tu sais, dans la Silicon Valley. C'est ce qui est vachement important, c'est à côté de ton salaire, c'est la nourriture gratuite, par exemple. Les motivations. Exactement, voilà. les avantages hors salaire, quoi. Ouais. Et par exemple, la qualité de la nourriture à la cantine s'est détériorée visiblement. Tu vois, genre, il a changé de sous-traitant, et alors c'est d'anciens salariés, je sais pas dans quelle mesure c'est complètement fiable, c'est des mecs qui mettaient ça sur Twitter et tout, mais visiblement, tu vois, des petits trucs comme ça, tu te dis, attends, c'est Elon Musk, quoi, tu vas pas gratter de l'argent sur les sandwichs, quoi. Non, alors, fou, je suis allé chez Twitter à San Francisco dans les locaux, c'était pas des sandwichs, c'est vrai qu'ils étaient pas mal. C'était des trucs de fou. Moi aussi, j'y suis allé il y a quelques années, ils ont des cafettes. Ils ont des super cafettes, des espaces fous. Maintenant, ce sera sandwich pour tout le monde. Voilà. Mais moi, la cafette qui m'avait le plus impressionné, c'était celle de Facebook, en fait. C'est vrai. Et c'était incroyable. Tu avais l'impression d'être dans un 4 étoiles, 5 étoiles, avec une immense cafette, mais un truc monstrueux. Tu avais carrément la moitié d'un étage c'est quoi, c'est Menlo Park Menlo Park, c'était à l'époque je sais plus. Enfin, bref, c'était en banlieue de San Francisco. Et là, tu te retrouves avec... des cuistots toute la journée, 24 heures sur 24, parce que en fait Zuckerberg dit aux gens, vous venez quand vous voulez travailler, etc. Vous pouvez bosser la nuit si ça vous arrange, etc. Et une fois par semaine, je dis tu avais, parce que je sais pas si c'est encore le cas, tu avais le droit de venir avec ta famille manger. Ah mais oui, mais ils font ça. Alors, je crois que chez Google c'est pareil aussi. Ils ont ce truc où tu peux venir une fois. Tu peux venir, dans les grandes boîtes américaines. Par exemple, tu bosses, les salariés, tu dis à ta femme et à tes enfants de venir, ils te rejoignent et puis ils déjeunent tous ensemble. Du coup, c'est d'autant plus intéressant, je trouve, ce que fait Elon Musk, parce que là, il va vraiment à rebours de ce que fait habituellement la Silicon Valley, c'est-à-dire vraiment, tu as ce truc. Moi, ça me fait penser à 300, tu sais, le film Sparta, tu sais, c'est genre, maintenant, je vire tous les mecs qui sont pas nécessaires, j'enlève tous les avantages, et maintenant, les mecs qui restent, c'est vraiment le noyau hardcore, quoi. Vous allez mourir avec moi, les gars, on va au charbon et on va se battre. Ils sont dédiés. Des échos que j'ai eu moi de Twitter aux US, par exemple, apparemment, les locaux sont fermés une fois sur deux aussi pour des économies. Donc les salariés peuvent plus venir tous les jours. Bon, après, ils étaient très télétravail. Mais ils détestent le télétravail en plus, Elon Musk. C'est paradoxal tout ça. Tout est une question financière. Alors, juste un mot pour revenir sur Apple, parce que au-delà de la lune de miel maintenant entre Tim Cook et Elon Musk, Tim Cook lui aussi a des problèmes, les amis. C'est des problèmes de riches, mais des problèmes quand même, concernant la production des iPhones pour les fêtes de fin d'année. Visiblement, tout le monde n'aura pas l'iPhone Pro ou Pro Max sous le sapin. Ah clairement, enfin je sais pas si vous êtes allé voir sur la boutique Apple en ligne, tu peux pas là. Apple l'a annoncé de toute façon. Alors il y avait déjà le problème des composants, des machins. Maintenant il y a eu les problèmes de Covid et maintenant il y a les problèmes d'émeutes. Ils sont pas aidés là-dessus sur la production. Eux l'ont annoncé, ils ont été très clairs avec les gens. L'iPhone 14, notamment Pro et Pro Max, ça va être quand même très très difficile. Le 14 tu peux, le normal, il n'y a pas de souci. Personne n'en veut. Oui, voilà, c'est ça, c'est le problème. C'est ça le souci. C'est là que tu vois le. Remettons les choses comme on l'avait dit, on en avait déjà parlé ici. Personne n'en veut ailleurs qu'aux États-Unis, puisque c'est absolument inintéressant de l'acheter. Alors, sauf si aux États-Unis, il y a $700, chez nous, il a quoi, 1 000 €. Il a plus de 1 000 € aujourd'hui, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais les gens vont se rabattre dessus, on sait. C'est ça, mais le Pro et le Pro Max, non, c'est compliqué. Et en plus, ils ont cette situation chez Foxconn et tout qui est plus que tendue. C'est chaud. Humainement, quoi. Donc, c'est intéressant de voir, parce que du coup, ça permet un peu de voir aussi la petite tambouille interne, comment ça fonctionne et tout ça. Mais moi, j'adore ça, de voir un peu. C'est hyper intéressant. Parce que c'est la joaillerie chez Apple. C'est ça. Et en fait, quand tu vas à cette usine de Foxconn. Dans les rouages. Oui. Et alors, surtout dans cette usine Foxconn, donc on parle de l'usine de Changshu, qui en fait, c'est Apple City, on appelle ça comme ça, cette ville qui est vraiment bâtie autour de Foxconn et autour de la fabrication d'iPhone. En fait, c'est là que sont produits 80 à 85% des iPhone 14 Pro et Pro Max. Donc c'est là on voit que le problème est quand même assez sérieux. Et donc ils ont eu des problèmes. Donc Covid. Le Covid a entraîné des émeutes. Pourquoi ? Parce que en fait, les gens qui étaient enfermés dans leur... Ils étaient parqués là-bas. Exactement, ils ont essayé de s'enfuir. Il y en a qui se sont enfuis de l'usine. Et tu as vu ce qu'ils ont fait pour continuer à produire, ils ont fait venir de force des cadres du Parti communiste chinois pour assembler les iPhones. Ce que je trouve incroyable en termes d'ironie historique, si tu veux. C'est vraiment les cadres du Parti communiste viennent faire qui fabriquent philosophiquement l'objet sont à l'opposé de ce qu'ils font. Exactement. Donc c'était marrant
marrant, non, c'est pas marrant, mais c'était assez symbolique, on va dire. Paradoxal. Et après, donc, pour faire en sorte que les salariés restent dans l'usine, Foxconn a promis des primes, mais vraiment des primes très importantes de l'ordre de 400 € par mois en plus du salaire, ce qui est énorme. Parce que évidemment, c'est pas les mêmes échelles que chez nous. Bien sûr. Et du coup, les salariés sont restés, sauf que les primes n'ont pas été versées à temps, ou est-ce que la direction est revenue sur sa décision, on ne sait pas exactement. En tout cas, ça a créé des tensions, la police qui s'en est mêlée. Enfin voilà, il y a eu des rixes, c'était chaud. Les images, attends, t'as l'impression d'être dans Black Mirror. Je sais pas si t'as vu ces images de policiers tout en blanc là, avec les tenues complètes anti-Covid et qui poursuivent les mecs dans l'usine et qui les matraquent. Mais c'est surréaliste. Mais surtout, on a les images d'ailleurs si vous êtes avec nous à la télé. Surtout, ça oblige parce que rappelons-le, c'est une usine Foxconn. C'est pas une usine Apple. Et ça oblige Apple en plus à communiquer sur quelque chose où ils sont très très loin en disant à intervenir en fait dans une usine d'un sous-traitant pour calmer, justement éviter les images qu'on a vues là. C'est-à-dire qu'eux qui pensent être tranquilles et attendent leur livraison d'iPhone, on leur demande socialement d'intervenir dans un pays qui n'est pas le leur, chez un sous-traitant qui est à eux. Mais donc ils ont été bien embêtés parce que l'histoire des salariés enfermés, c'est quand même pas trop la mentalité chez Apple, la mentalité américaine. Donc il y a plein de choses au-delà du simple problème initialement de Covid et de problèmes de composants. Il va y avoir des petits conflits. Comme à l'époque où il y a eu les suicides chez Foxconn, c'était un peu la même chose, tu te souviens ? Où pareil, Apple, ça les avait mis hyper mal à l'aise parce qu'ils étaient en porte-à-faux. En gros, on leur demande aussi, c'est leur sous-traitant et on leur demande et on leur demande d'intervenir parce que c'est pour eux, mais ça va être un beau bazar. Bon, on va voir. En tout cas, ça va être compliqué pour les pros et Pro Max, visiblement. Noël, là, franchement, faites une croix dessus, je pense. Ça va être chaud. J'aimerais aussi qu'on fête, chers amis, un anniversaire aujourd'hui. Les 30 ans d'un moyen de communication qui a bouleversé notre quotidien, etc. Alors même si maintenant les jeunes ne savent même plus trop ce que c'est, quand je dis les jeunes, c'est nous, un peu, on sait encore ce que c'est, mais les très très jeunes, on va dire. Très très jeunes, je ne mais c'est vrai. Mais nous, on se souvient quand même, tu vois. Oui. Donc on fête les 30 ans du SMS. Ben oui, 3 décembre 1992, le premier SMS. Et alors vous connaissez l'histoire, parce que en gros, le SMS, j'allais dire, a failli ne jamais voir le jour, en tout cas a failli ne jamais vraiment se développer dans le grand public, puisque c'était chez Vodafone, donc premier SMS envoyé par Neil Papworth, un ingénieur donc de chez Vodafone, qui était, alors le premier SMS était un SMS de Fayot, il faut le savoir, c'était Joyeux Noël envoyé à son patron. Donc voilà, c'était ça le premier SMS de l'histoire, tu vois. Joyeux Noël, je vous aime. 3 décembre en plus. 3 décembre, voilà. Bon, bref. Fayot à mort. Fayot à mort. Je crois qu'il était pas en retard, il était au moins comme ça, là, c'est bon. Et ensuite, la technologie, en fait, va avoir du mal à s'imposer dans le grand public. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée 5 ans plus tard, donc en 97 en France, où 85% des Français disaient que ça ne les intéressait pas, parce qu'un téléphone, ça ne sert pas à écrire, un téléphone, ça sert à parler. Ah oui, évidemment. C'est vrai. Évidemment, s'ils avaient su ce que ça... Mais il faut se souvenir aussi de ce que c'était le fait d'envoyer un SMS à l'époque. D'abord, il n'y avait pas d'interopérabilité au début. C'était d'opérateur à opérateur, déjà, première chose, sur les premiers SMS. Ensuite, c'était payant. C'était 1 franc le SMS, 15 centimes d'euros. Ou alors c'était avec des bundles. Plus 10 C'était SMS. super content, t'avais 10 SMS par mois. Exactement. Tu réfléchissais avant de l'envoyer. C'est clair. Et puis taper un SMS avec le clavier à touche. Le T9. Le T9. Mais encore le T9 est arrivé plus tard, les amis. Au départ, c'était un enfer. Parce que t'avais 3 lettres par touche. Bien sûr. C'est ça. Donc, après, il y a eu le T9. Il y a eu un gars qui a eu cette idée géniale. Ça nous faisait gagner du temps. Mais après, au départ. Après, c'est quand même devenu une purge absolue, le T9, quand tu voulais taper. C'est clair. Tu ne comprenais rien de ce que tu voulais taper. Mais bien sûr. Donc tu vois, début difficile pour le SMS. Et puis finalement, ça a commencé à prendre son envol. Et au début des années 2000, c'était vraiment la. Après, il y a eu les forfaits illimités de SMS. Alors, qui ont boosté tout ça. Et est-ce que vous vous souvenez, moi je me souviens, enfin, à l'époque j'étais à AMC et à la fin de l'année, il y avait toujours le 1er janvier le nombre de SMS échangés par les opérateurs. Il y y avait aussi cette peur que les serveurs sautent et tout. Enfin, il y avait ça faisait la une de l'actualité du JT de 13h le 1er janvier. Bien sûr, c'était incroyable. Mais on se souvient tous de ces SMS qu'on a essayé d'envoyer désespérément à minuit 1 et qui arrivaient que des heures et des heures après, parce que c'était complètement embouteillé. On a connu ça. Et que tu avais des SMS pendant 12 heures, tout le monde les reçoit. Mais c'était génial. Ouais, et puis ça créait des vexations, puisqu'il y avait des gens qui disaient « Oh là là, il m'a pas envoyé bonne année ». Ou alors ça créait des bonnes excuses. C'est genre « Maintenant, j'ai pas oublié, c'est juste que le réseau fonctionnait pas. » Regarde, c'est pas parce que j'étais complètement bourré. Ça n'a rien à voir. Quel scandale. C'est génial, le SMS. Donc voilà, et alors c'est une techno, c'est vrai que moi j'ai l'impression que ça fait 15 ans, tu vois, que tu as des sujets aussi sur la mort du SMS. Le SMS va mourir. En fait, il meurt pas, quoi. Enfin, c'est la base. Toujours. C'est ça, c'est la base. Alors tu as eu, effectivement, tu as les messageries instantanées qui
qui évidemment ont Oui. pris le relais parce que c'était beaucoup plus pratique, parce que ça fonctionnait sur le Wi-Fi et pas seulement pas en cellulaire, parce que tu pouvais voir qui avait lu ton message, parce que il y avait plein de fonctionnalités supplémentaires. Mais là, en fait, il y a des choses qui se sont rajoutées au bon vieux SMS. Je pense notamment à la norme RCS, les Rich Communication Services, notamment portée par Google avec Google Messages, et qui en fait donne les mêmes fonctionnalités qu'on a sur les messageries instantanées finalement. Toi qui es sur Android, ça fonctionne chez toi ou pas? Oui, absolument. iMessage, aussi. Oui, mais iMessage, il y a la guerre, iPhone. quoi. iMessage versus RCS, quoi. C'est toujours Apple qui veut pas. Ouais, mais tu vois, c'est chacun son truc, c'est clair. Mais c'est la même idée qu'on reste sur du SMS. En fait, c'est la base de la communication. Donc, et quand les réseaux tombent, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, quand WhatsApp est en rade ou qu'on ne peut plus envoyer de message ou Messenger, on est quand même bien content de revenir aux fondamentaux du SMS. Et c'est rigolo parce que c'est souvent les vieilles technologies qui sont les plus robustes. Ça, c'est vrai. C'est intéressant. Le SMS, vous n'avez pas de 4G, vous n'avez pas de 3G, vous avez que simplement du GSM, en quelque sorte. Vous pouvez envoyer un SMS. Vous avez très peu de réseau, le SMS, ça passe. Donc, c'est quand même, malgré tout, le moyen le plus efficace et le plus robuste pour s'envoyer des messages. Mais c'est pour ça qu'il est maintenu. C'est parce que pour les services d'urgence, c'est celui qui passe de base. Et puis si tu sors un peu d'une vue un peu occidentale du monde, tu as aussi des zones du monde où c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple en Afrique, il y a plein de zones d'Afrique où tu n'as pas de data. T'as pas de data, exactement. Ça coûte moins cher en fait d'envoyer un SMS qui coûte maintenant une fraction de centimes d'euros si tu veux, que de passer par du réseau cellulaire, du réseau data, quoi. Donc il y a tout cet intérêt-là. Et puis on s'en sert aussi de plus en plus. Alors pour tout ce qui est validation, double authentification. Bon, et puis il y a toute la partie marketing et pub aussi qui est un peu pénible. C'est un autre problème. C'est le mauvais côté du SMS. C'est le mauvais côté, c'est vrai. Le stop. Alors d'ailleurs, parlons de ça. C'est tellement entré dans les mœurs. Vous savez, aujourd'hui, le stop. On vous dit stop pour arrêter la pub. Il y a un nouveau système de fraude au stop. On vous dit stop, envoyez à tel numéro. Et en fait, il s'avère que c'est un numéro surtaxé. Hyper malin. Voilà, alors on est reçu. Et donc, mon petit tips, parce que les gens qui font ça ne sont pas encore au point, donc je le dis malheureusement s'il y en a qui nous écoutent aussi, regardez toujours bien la façon dont c'est écrit. Le stop n'est jamais un stop égal numéro de téléphone, mais un stop 2 points. Et donc, si vous voyez égal, c'est que c'est une arnaque. Oh là là, voilà. D'accord. C'est la nouvelle arnaque qui sort, qu'on voit fleurir un peu. Moi, j'en ai reçu déjà plusieurs. Les petits conseils de Mélinda. Voilà. C'est 5,95 € aussi. Oui, c'est pas mal. On pourrait faire une chronique, une rubrique spéciale. Très malin quand même, ces cybercriminels. Franchement, c'est mais c'est l'orthographe. En général, c'est l'orthographe et la formulation qui les perd. Un petit mot aussi sur une appli française, en fait un nouveau réseau social qui cartonne, qui s'appelle BeReal et qui a été nommé, Anthony et Mélinda, meilleure application iPhone de l'année par Apple. Ouais, c'est une sacrée récompense quand même. BeReal, on les connaît, on a eu l'occasion d'en parler déjà dans De quoi je me mêle, mais là c'est vrai que l'actu cette semaine, c'est une consécration... Vraiment pour le coup une vraie consécration. Chaque année Apple fait ses awards, donc récompense les meilleures applications du monde, et cette année la meilleure application du monde, elle est française effectivement, et c'est ce réseau social. Alors pour ceux qui connaîtraient pas BeReal, c'est un anti-Instagram, on les présente souvent comme ça et c'est vrai que c'est une bonne image. En gros c'est un réseau social où on partage ses photos, mais à une petite nuance près, c'est que vous avez une alerte par jour, vous recevez une alerte et là vous avez 2 minutes pour prendre votre photo, donc une photo de face avec la caméra frontale et une photo de ce qui se trouve autour de vous, et vous la publiez. Donc vous n'avez pas le temps, ou beaucoup moins le temps en tout cas, de vous mettre en scène, de vous maquiller, de truquer, de mettre des filtres, etc. Donc on est sur de l'anti-artificialité par rapport à ce qui existe sur les réseaux sociaux traditionnels. Et ça crée des situations intéressantes et amusantes. C'est-à-dire je pense qu'au contraire, ce que les gens ne cherchent pas, moi je vois passer des photos, alors ma fille en plus utilise ça avec ses amis. Ah oui, mais c'est un carton total auprès des ados. Et c'est... J'ai envie de dire, le pire est le meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il soit vraiment dans une situation où c'est n'importe quoi, où c'est vraiment j'ai été pris en flagrant délit à l'instant T de je suis pas coiffé, regardez mon environnement je suis pas coiffé, je regarde quand même si je suis bien pas coiffé. C'est ça. Mon environnement est nul. Et en fait, il y a ce côté complètement anti-Instagram du le pire, c'est la meilleure photo. C'est ça, ouais. Et c'est très drôle. Mais les Américains nous envient de folie cette application. Et ça marche, ça cartonne aux US. C'est surtout aux États-Unis et surtout chez les jeunes Américains, ce qui est assez marrant parce que effectivement il y a eu toute cette aux États-Unis il y a beaucoup maintenant cette comparaison entre les réseaux sociaux et la toxicité des grands groupes de cigarettes par exemple, tu vois. Et en fait là c'est une sorte de remède aussi à ça. Et du coup tu as une viralité, mais c'est un truc de fou. Et pourtant l'application a démarré très très doucement. Genre en 2021 il y avait 10 000 utilisateurs et c'est monté à 5 millions ces derniers mois. C'est top et ça fait plaisir parce que voilà c'est une appli française. La seule chose qu'on peut craindre c'est que
d'ailleurs ça commence à être le cas, c'est que les réseaux sociaux type Instagram les copient. Mais tout le monde TikTok notamment. TikTok a été premier à les copier. Et les appareils photos, c'est Samsung Galaxy, je crois, qui a mis aussi ce système de photos. Enfin, ils y vont tous là. Les fabricants aussi injectent cette technologie de double photo de plus en plus. Et oui, ça c'est la dure loi de l'Internet. Bah, des nouvelles techno. Ça, on leur souhaite tout le monde copie tout le monde. Mais ils s'en sortent au moins. Merci beaucoup les amis, c'était top, oui. bien sûr, toujours un plaisir que de papoter tech avec vous, avec Mélinda Davansoulas, donc de la rédaction de Tech & Co, et Anthony Morel, qu'on retrouve le matin sur BFM Business et tous les jours sur RMC et RMC Story, avec Estelle Denis. Vous restez avec nous. Vous avez envie de changer d'enceinte, Wi-Fi, Bluetooth, vous ne savez pas trop quoi choisir. Quelles sont celles qui restituent le meilleur son? On voit ça avec notre labo Fnac et Lionel Costa qui me rejoint tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.